漫画ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ベル EN ビュル、デビアントプロット。Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission de Manga Saucisse, une émission toute spéciale où nous allons parler bien sûr de manga, mais également de cuisine. Et pour cela, je me suis entouré d'experts en la présence effectivement de Bellambule. Bellambule, Voilà. Comment vas-tu? Très bien. Et également notre grand spécialiste des sauces piquantes et autres combats de nourriture, Deviant Prod. Tu dis ça en plus, j'en ai à portée de main. Oh. Le pire, ça n'est même pas truqué. J'adore cette intro. Elle était trop bien cette intro. Ouais, carrément. Une kilomètre. J'adore. Je sais pas si c'est exactement ça. Pour le moment, aucune vidéo avec ces mots n'est sortie, donc je ne sais pas si c'est vraiment du japonais ou pas. J'essaie de reprendre, mais... Écoute, ça semblait quand même familier. C'est comme les gens qui font un tatouage avec marqué amour en japonais, et un jour ils croisent un japonais, il leur dit mais pourquoi ta machine à laver tatouée sur le torse? C'est exactement ça. Bellambule, Deviant Prod, alors on va commencer par toi Bellambule. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais sur ta chaîne, et après on passera à Sofiane, et après je vous poserai la question de votre rapport à la cuisine. Je Très t'en bien. prie. Merci. Eh bien, donc je suis chroniqueuse manga, c'est comme ça que je me définis. Je suis sur plusieurs plateformes, principalement sur YouTube une fois par mois, avec une vidéo sur un thème, et je tire des mangas de ma mangatech et puis je développe un thème. Je parle aussi de différentes choses. On a des hauts l'achat manga. Parfois, quand j'ai la foi, je fais aussi ma mangatech. Et c'est drôle que tu fasses un thème cuisine aujourd'hui, mais ça, tu le savais peut-être aussi en connaissant ma chaîne. Malheureusement, en fait, ça fait 1 an que je n'ai pas fait le graillambule, le fameux graillambule où je parle d'une recette dans un manga qui parle de cuisine. Et là, du coup, ça me fait plaisir de parler cuisine aujourd'hui avec 1 ou 2 mangas que j'aimerais bien partager. Et puis par ailleurs, je suis sur Instagram et j'ai un petit compte TikTok aussi. Oui, parce que ton dernier numéro, je crois que c'était sur Fermat Kitchen, je crois. Exactement, avec Peli Manga, et on s'était bien amusé à reproduire la recette. C'était sympa comme petit shonen, mais ouais, effectivement, avec la vie de tous les jours, ça passe à toute vitesse. J'ai pas réussi à refaire un graillambule, voilà. Donc je suis contente de partager ça avec vous sur le thème de la cuisine aujourd'hui. Ça me fait plaisir également. Et toi, Déviante, alors, comment tu pourrais te présenter? Je suis curieux là. Ouais, c'est compliqué. Moi, je suis donc pareil, créateur de contenu sur YouTube. On va dire pop culture en règle générale, avec des rendez-vous réguliers. Voilà, tous les dimanches, le dimanche des Déviants, où on parle de toutes les news, séries et cinéma de la semaine. Tous les lundis lectures des Déviants, où là on parle comics pour le coup, news, sorties, nos lectures, tout ça. Et ensuite, ouais, je fais vraiment des vidéos à l'envie en fait. Ça va être des réactions, ça va être mon avis par rapport à des sorties, des séries, des films, des analyses détaillées. Ça peut être revenir sur des choses d'actualité. Là, j'ai fait une vidéo sur des choses dites par James Gunn qui avaient été extrêmement mal traduites et interprétées par pas mal de monde. Donc, je voulais remettre un petit peu les choses au clair. Ma chaîne, en fait, c'est moi. C'est un peu le bordel. C'est à l'envie. C'est curieux. Comme tu le sens. Ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un de curieux dans la vie et j'ai envie que ma chaîne représente un peu ça. Donc, je vais parler vraiment de tout ce que j'ai envie. Pour moi, tu es la seule chaîne que je connais qui réussit à faire un live autour de combats de plats cuisinés. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'est tendu, hein. Je pense qu'il y a ça serait moins tendu si je parlais politique qu'en osant comparer des plats les uns avec les autres. Ça réveille les instincts combatifs de tout le monde. Des papilles de tout le monde. Évidemment, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. Exactement. Voilà. Quel est votre rapport à la cuisine? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez manger, que vous aimez partager? Comment comment tout ça s'insère dans votre vie? Je
Je sais pas, Sofiane, Bellambule, qui veut... Bellambule, vas-y, je te laisse C'est commencer. gentil, très bien. Bah, moi, j'aime bien la cuisine. D'ailleurs, quand j'ai commencé à réfléchir à une chaîne YouTube, je me sentais pas légitime pour parler de cuisine. Je pense qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Mais par ailleurs, j'aime, dans le privé, en faire. Et j'ai mon petit talent également. Voilà, j'ai pas à rougir. Je me débrouille plutôt pas mal, mais je me sentais pas de le faire. Par contre, dans le cadre des grailles en bulles, ça me permettait quand même de développer, comme je suis assez familière de la cuisine japonaise ou même world food, ça me fait pas peur. Tant que j'ai un step by step, j'y vais, j'ai pas peur de le faire. Et puis souvent, ben, on a de bonnes surprises et j'aime bien. Je suis gourmande et gourmet. Voilà. Très bien. Et toi, Dave? Ouais, bah, pareil, c'est marrant. Bah, ceux qui suivent ma chaîne le savent. Enfin, j'ai un attrait particulier pour tout ce qui est découverte. Je suis moins sur le. Alors, j'aime cuisiner, hein, j'aime ça aussi. Voilà, j'adore. Là, j'ai enfin. Ça faisait des semaines que je regardais des vidéos d'air fryer parce que j'étais à fond. J'en voulais absolument. Je m'en suis enfin acheté il y a quelques jours. Ah, Du coup, je teste des trucs tous les jours maintenant, et c'est trop bien. J'adore ça. Il paraît, oui. Ouais, non, c'est génial, vraiment. Et ça fait des semaines que je mets des vidéos tout le temps de recettes d'air fryer. Et moi, c'est surtout le côté, ouais, j'aime découvrir. En fait, j'aime découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles. Là, c'est marrant. Hier, j'étais au marché de Noël, par exemple. Je suis tombé sur un mec qui fait du popcorn, qui est un psychopathe, qui fait du popcorn à la main, qui ensuite va trier, qui enlève tous les petits trucs chiants dedans, les trie à la main, met des saveurs et tout. Genre là, c'est des popcorn à la Mirabelle. Ah ouais, trop Que j'ai sympa. jamais vu. Et moi, C'est c'est ça. artisanal. Ouais, complètement artisanal. Et Mm. moi, j'adore ça, ce côté, voilà, découvrir ouais, des nouvelles saveurs, des nouvelles façons de faire, des nouveaux. J'adore découvrir des restos dans des. Je suis l'inverse de ceux qui vont toujours prendre le même plat quand ils vont dans le resto parce qu'ils savent. Moi, je vais dans un resto que je ne connais pas, prendre un plat que je ne connais pas, justement en Absolument. mode cool, je vais découvrir quelque chose C'est de nouveau. l'aventure culinaire. c'est là. Exactement. Et du coup, ça collera super bien avec le manga que j'ai choisi, parce que c'est pas pour rien. Mais effectivement, voilà, moi, c'est vraiment ce côté d'aventure et de découverte que je trouve génial. Mm. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses, il y a tellement de Carrément. pays qui ont leur histoire, leur culture, leurs papilles qui sont développés au fil de siècles, qui sont arrivés sur des choses différentes. C'est passionnant, c'est génial. Mm. C'est vrai. Alors, moi, la cuisine, en faire, pas du tout. La manger, tout à fait. Voilà, Ah, mais c'est très bien aussi. Il faut bien des esclaves. voilà Exactement. exactement. Moi, la cuisine, c'est de la survie. Je fais pour survivre, mais je suis pas assez, comment dire, patient pour faire vraiment la cuisine, parce que faire la cuisine, ça prend du temps. C'est pas. Ah, si. Ça Après, dépend t'apprécies. des recettes Ça, Et puis après, t'apprécies d'autant plus que t'as préparé en plus. aussi. oui, ouais. Bon, moi, j'aime bien manger. Voilà. Et là, d'ailleurs, justement, petite question, comme ça, à brûle pour point. Quel est votre plat japonais préféré? Est-ce que vous en avez un déjà? Et, est-ce que vous avez un plat que... Alors, Sofiane, tu vas me dire, ah non, je teste jamais le même. Mais il y a quand même un plat Non, si, bien sûr. qui franchement, vous fait... Quoi? Vous dites, voilà, vraiment, c'est le plat que je préfère de la cuisine japonaise. Est-ce que vous en avez un? Question difficile. Oui, c'est bon, j'ai répondu. Vas-y, Sofiane. Je réfléchis en même temps. Ok. Alors, moi, je dirais... J'hésite, en vrai. Mais déjà, le ramen. Bien sûr. Un bon ramen, vraiment le bon ramen. C'est-à-dire, voilà, il faut les nouilles bien épaisses, bien avec le bon relief qui fait que ça va garder le bouillon. Après, il y a différentes sortes. Je suis plutôt bouillon porc, parce qu'il y a aussi la version bouillon miso et version bouillon bœuf. L'œuf, juste comme il faut, avec le jaune, qui doit pas être trop cuit, exactement, l'œuf mollet. Enfin, voilà, le bon ramen. Après, je suis quand même un fan de yakitori aussi, je dois avouer. C'est une tuerie, c'est les brochettes de poulet, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je suis un fan de gyoza aussi. Je devais en dire un à la base. Je crois que c'était ça. On va tous les passer en revue, parce que si je t'écoutais, je te dirais aussi le poulet karaage, le katsudon, bien sûr. attends, comment on a l'omelette d'Osaka, tu sais, avec le chou. C'est comment ça s'appelle Kamiyaki ou un truc comme ça. C'est ça. Je suis désolée, j'accroche le mot, mais je situe. Oui, ça commence par Oki.
Qui à la base c'est d'Osaka, mais il y a chaque Oui, région a Osaka. sa version en fait. Oui, Et absolument. les okonomiyaki. Okonomiyaki, voilà, c'est ça. À ne pas confondre avec les dorayaki. Non, Ouais, effectivement. c'est pas la même. Et plus chiqué. Ah, moi, j'avoue qu'un bon katsudon curry, Mm, ça passe toujours très bien. carrément. Moi, j'aime Ouais. bien de toute façon tout ce qui est plat en sauce. Mm. Et c'est vrai qu'il y a pas plein de plats. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que je ne sais pas si c'est la même chose pour les pays étrangers, mais on a tendance à réduire un petit peu les plats japonais au sushi Oui, et au sashimi, alors qu'ils ont vraiment énormément de plats. Un peu Mais comme surtout nous. que tu as beaucoup de départements là-bas, de régions. Et je sais plus avec qui, un des invités, on partageait ça. Je sais plus si c'était avec Fedula Maudière ou d'autres, ou avec Anne Emine, mais on disait effectivement, tu avais plusieurs spécialités dans chaque département. Et comme tu as, je sais plus combien, 47 départements ou trucs comme ça, je sais plus combien il y en a, mais beaucoup. Du coup, t'as pas assez d'une seule vie pour essayer toutes les spécialités japonaises. Donc c'est vrai que finalement, c'est très réduit ce qu'on connaît. complètement. Ouais, vraiment selon chaque région va dépendre. Il y a la région du lait où ils sont vraiment spécialisés sur le lait, la région du Hokkaido. saké. Mm, Il va y avoir les régions vraiment plus proches de la mer avec leurs spécialités. Enfin, c'est mm. ça qui est passionnant. Et même tout simplement dans les manières de faire, dans les cuissons, qui vont utiliser des choses différentes. Les yakiniku d'ailleurs, j'y pense en parlant de cuisson. Moi qui suis comme un viandard, les barbecues de viande, mine de rien, voilà. Ouais, t'as Mais bien ouais, raison. non, effectivement, c'est hyper riche. Mais c'est comme quand on dit en France, on voit le nombre de spécialités Oui, différentes qu'il Ouais. peut y avoir en France. Et là-bas, il y a aussi une énorme culture, effectivement, de la nourriture et de son histoire. Et mm. donc, ouais, ils ont conservé plein de choses. Et non, c'est une aventure de toute une vie d'essayer de tout découvrir. Mm. Une aventure culinaire, mais qui vaut le coup. Qui vaut le coup. Complètement. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la nourriture, c'est la vie. Mm. Et donc, pour ce faire, le thème, effectivement, c'est manga et cuisine. Et pour ça, on vous a choisi quelques titres qui parlent de cuisine. Alors, soit c'est un élément qui en fait grandement partie, soit c'est un petit élément de l'intrigue. Vous allez voir plusieurs versions. On a choisi tous les trois des thèmes assez différents. Et on va commencer tout de suite avec toi, Bellambule, et Oui, avec avec plaisir. ce titre, le chef de Nobunaga. C'est sur ma Voilà. liste en plus, donc je suis d'autant plus curieux. Chez Komiku donc de Mitsuru Nishimura et Takuro Kajikawa qui est le dessinateur. Alors je lis mes notes, hein, vous m'excuserez, j'ai fait une petite chronique, donc je les lis. Une série relativement conséquente parce qu'on est à 37 tomes mais achevée. Voilà. D'accord. Elle est plutôt conseillée à partir de 14 ans parce que tu as quand même un peu de violence. On est en milieu de guerre. Hein. Il y a des guerres, c'est les guerres intestines du Japon à ce moment-là. Et donc, on va suivre l'incroyable aventure de Ken qui se réveille dans un trou où il est vraisemblablement tombé. A priori, il s'est cogné la tête, mais il n'a pas le temps de s'apesantir sur son état parce que il est poursuivi par des soldats ainsi que 2 compagnons d'infortune. Ce qui les différencie et qui font se méprendre la garde, c'est leur tenue contemporaine de cuisinier. Et donc, ils les prennent pour des gens du Sud, des étrangers, des Occidentaux. Donc, c'est mal vu. Et pourtant, ils sont totalement japonais, mais pas de la même époque, a priori, puisque ils ont atterri en plein 16e siècle japonais. Et donc, Ken doit sa survie à un jeune forgeron atypique, on le verra plus tard, qui l'héberge dans la foulée. Il n'a toujours aucun souvenir, mais son savoir-faire et sa culture générale fonctionnent encore très bien, ce qui le sauve. Et il est vite repéré comme le meilleur chef d'Edo et attire l'attention du très charismatique et très ombrageux gouverneur Oda Nobunaga. Alors ensuite, Ken, tout en étant conscient qu'il joue sa vie à tout moment, ne se départ que rarement de son calme et sait jouer de ses atouts. Donc, ce qui est stimulant dans cette lecture, c'est le choc des cultures et son sens de l'adaptation ainsi que ses propositions novatrices qui sont assez satisfaisantes à observer sur les locaux de l'époque. On fait une présentation
des denrées qui existent et la façon dont on les accommode à l'époque. Donc, par exemple, point de sauce soja, ça n'existait pas encore, mais du miso blanc. Et puis, pas de pommes de terre non plus, ni de patates douces. Donc, on se débrouille. Il n'y a que du riz. C'est du riz d'orge en général. Ken fait découvrir la truffe lors d'un banquet. C'est un grand moment culinaire. Il est quand même au plus près des habitudes de Nobunaga et de la vie militaire avec son lot d'horreur. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de violence. Il est, et nous sommes en même temps que lui, assez choqués, voilà, par la violence de l'époque. Pour le trait, je dirais qu'il n'est pas révolutionnaire, mais il est efficace. Les visages sont assez expressifs et les mets sont quand même très appétissants. On le voit sur cette planche. Bref, moi je trouve que c'est une bonne pioche et je vais la compléter, cette série de 37 tomes petit à petit. Et du coup, les 37 tomes sont déjà sortis ou ils sont, Oui, ils sont... oui, Oui, tout à fait, tout à fait. d'accord. C'est Tout est déjà une sorti. série terminée. Ouais. D'accord. Donc, ok. Et donc, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on se rend pas compte de ce que les échanges commerciaux ont pu apporter au niveau des légumes et autres. C'est vrai que la pomme de terre, nous, ça nous paraît tellement évident, là. Mais finalement, même en Europe, ça n'est pas venu tout de suite. Et on le voit, tu vois, tu as une scène au marché, il achète plein de légumes et le marchand est un peu interloqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on lui achète enfin, tant de variétés. Et en fait, normalement, les gens, ils achètent un ou deux légumes racines et puis ça suffisait pas encore. On a tellement l'habitude de ce choix pléthore et Ken, voilà, il se disait, ben, j'ai pas grand-chose en matière première pour travailler pour Nobunaga et on voit qu'il vivait vraiment frugalement à l'époque. C'est hyper intéressant, je trouve, justement, ouais, cette excuse du voyage dans le temps pour, pour en arriver sur vraiment permettre de mettre en avant toutes ces différences, justement, sur ce qui existait, sur la façon de se nourrir, sur les habitudes en termes de je trouve ça passionnant. C'est une très, très bonne idée pour le coup, je C'est trouve, une très très bonne idée, ça fonctionne très bien. Là, tu vois sur la planche, donc c'est une des premières mises à l'épreuve de Ken par Nobunaga. Il le met en concurrence avec son cuisinier traditionnel ancestral, hein, dont la famille sert les Nobunaga depuis toujours. Ils y jouent leur vie, les gars. Ils y jouent leur vie sur un plat. Et le cuisinier, il propose un plat somptueux de soupe. Donc ça, c'est du canard qui est revisité, mais soupe traditionnelle et tout, elle est magnifique. Sauf que ça change pas grand-chose pour Nobunaga. Et Ken, il accommode le canard de façon... En fait, il a une cuisine relativement occidentale, ce qui est totalement novateur pour un Japonais. D'ailleurs, c'est assez surprenant, mais on se dit, rétrospectivement, je me suis demandé s'il n'avait pas travaillé dans un restaurant français à son époque contemporaine au Japon et que il sait travailler le produit japonais, mais c'est quelque chose de très fin, de voilà parce qu'on voit la façon dont il dispose le canard avec il sert ça, je sais plus avec de la châtaigne, avec différentes choses, mais très dissociées en fait pour vraiment goûter chaque saveur du plat alors que tout est mélangé par l'autre cuisinier. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur, c'est une cuisine moderne, raffinée et donc on le sait nous de notre côté qu'elle est occidentale. Ouais, le côté déconstructivisme. C'est ça et Nobunaga il trouve ça absolument génial. Il est choqué, il est fasciné et voilà. Ok, ouais, là, c'est vrai que c'est ce rapport, effectivement, on se rend pas bien compte de quoi, un petit peu, mais de la pression qu'il pouvait y avoir sur tout le personnel finalement des seigneurs pour rester à côté du seigneur. C'est qu'on a souvent l'image des samouraïs qui devaient vraiment être parfaits en tout pour survivre et honorer leur seigneur. Mais là, finalement, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde était vraiment comme tu le disais, hein, ils jouaient leur vie. Leur vie. Et d'ailleurs, Ken refuse parce qu'il lui demande Nobunaga de supprimer son cuisinier et Ken refuse. Et Nobunaga se met en colère et Ken dit de toute façon, tu as besoin de moi. Tu veux voir jusqu'où tu peux m'amener et ce que je peux te donner.
Et c'est comme ça qu'il lui tient la dragée haute, mais c'est super chaud. C'est super chaud, c'est super intéressant à suivre. Parce qu'en fait, Nobunaga, c'est un gars, c'est presque un taré quand même. Il est génial, mais il est hyper ombrageux. Faut faire gaffe à ce que tu lui dis et comment tu lui présentes les choses. Donc voilà, mais en fait, Ken est un personnage toujours assez calme et il calcule tout et il fait confiance à son savoir-faire et à sa culture générale. Ouais, c'est intéressant. En plus, c'est un manga, du coup, en reprenant un personnage historique japonais très connu, rajoute aussi une couche d'histoire à tout ça. C'est pas juste une histoire de voyage dans le temps avec. Il y a cette partie historique. Et Nobunaga, on le sait, est un des seigneurs qui était très connu, qui a une fin tragique. Hein, Bien sûr, comme beaucoup. Donc, ouais. Et tu en as d'autres des personnages comme ça qui le côtoient et qu'on retrouve dans l'histoire japonaise. Ça, c'est aussi un thème assez récurrent finalement dans le manga de se servir des personnages historiques et de les mettre de la fiction ou pas avec. C'est quelque chose que nous aussi on fait, mais finalement un peu moins, j'ai l'impression, en BD. C'est où on fait plus en film ou autre chose, mais moins en série comme ça. J'imagine que tu pourrais le trouver dans un drama peut-être. Ça pourrait être une bonne idée. Mais c'est marrant, tu dis ça, alors pas en manga pour le coup, mais en jeu vidéo. Là, par exemple, je viens de choper le Yakuza, enfin dans la série des jeux Yakuza, celui qui se passe justement en Japon médiéval, où on a les personnages de la franchise Yakuza, mais avec les noms des personnages réels de l'époque, avec le Shinzengumi, donc la police cette fameuse police japonaise. Et ouais, ça, effectivement, ils ont vraiment ce truc de jouer avec leur histoire, justement, et de proposer plein d'aventures qui s'y déroulent. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais, le crossover est intéressant. Ouais. Non, complètement. Bah, il vient de gagner des places sur ma liste, du coup, effectivement. Bah, tant mieux, écoute. Non, je pense qu'il a beaucoup à offrir. Bon, j'en suis qu'au début de la série, mais si ça continue comme ça peut être sympa. Je vais vous faire un autre petit spoiler. Il reçoit justement parce que l'art de recevoir est très important chez eux. Hein, on y met de l'honneur. Et là, ils reçoivent Nobunaga veut recevoir des missionnaires portugais et il veut pas perdre la face. C'est pour ça que Ken doit cuisiner pour eux et vu sa culture générale, il arrive à retrouver des plats portugais et du coup l'invité est ému aux larmes et en fait Ken a gagné son pari. Donc c'est pareil, c'est très intéressant. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à suivre dans la série. C'est marrant. C'est marrant parce que dans le manga dont je vais parler, il y a une guerre qui a été arrêtée par de la cuisine justement aussi à un moment. Et au Japon, si je me souviens bien, entre autres, il y a c'est un gâteau qui justement vient du le castella. Le castella, ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils ont fait aussi tout ce qui est friture également. Les tempura, c'est grâce à eux. Oui, qui est devenu une part importante de la cuisine japonaise, effectivement. Ouais. Les derniers petits spoilers, ils apportent des bonbons à Nobunaga. Des petites étoiles de sucre, donc ça les Japonais ne connaissent pas du tout. Et qu'est-ce qu'en fait Ken? Incroyable, c'est un truc, j'ai trouvé ça époustouflant, mais eux aussi d'ailleurs, c'est presque de la sorcellerie pour eux. Il prend un fouet, tu sais, à matcha, il fait fondre le sucre et il fait du sucre filé. Et il dit c'est l'alliance entre les prêtres et puis Nobunaga de bonne entente, et c'est ça, il fait un cercle et c'est du sucre filé et les gens ils sont époustouflés et c'est très joli en plus. Dans les anecdotes comme ça par rapport à la cuisine et le Japon et les apports extérieurs, il y a le saumon. C'est vrai qu'on a cette image du sushi au saumon, comme quoi c'est un peu un classique, c'est le truc, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui est très récent. Voilà, eux c'est le thon, bien évidemment. Ouais. Et le saumon est venu de l'importation. Ça a été ramené artificiellement par la volonté de quelqu'un et c'est devenu un peu, voilà, ça a pris sa place. Mais oui, c'est quelque chose qui est pas du tout normalement dans la culture du sushi, le saumon. Ouais, ils sont plutôt sur des poissons d'eau douce généralement. Oui, des poissons blancs aussi, ouais. Des poissons blancs, ouais, dorade entre autres. Dorade, ouais. L'anguille, je trouve que c'est très bon que ce soit l'anguille aussi. C'est marrant ce que tu as dit là par rapport justement aux émissaires portugais qui retrouvent une émotion en mangeant.
Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais effectivement, de se souvenir de la saveur de certains plats, de certaines choses. Moi, je sais que j'ai un peu du mal. Je sais que mon épouse, elle, arrive à se souvenir de goût de plein de plats qu'elle a goûté au cours de sa vie, de se remémorer justement ses saveurs, ses flaveurs, etc. Est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche où quand vous mangez un plat, ça peut vous rappeler des choses, vous rappeler des souvenirs ou Alors, je vais commencer. Possiblement, mais ce qui est certain, et ça, je l'avais abordé dans ma vidéo, tu sais, sur la mort. C'était un pari, mais oui. Et effectivement, quand tu peux oublier quelqu'un, ça prend voilà une dizaine d'années. Par contre, ta mémoire olfactive et gustative, elle est presque jusqu'à la mort, quoi. Tu te souviendras toujours de tes goûts d'enfant, ou d'une odeur que tu as sentie, tu arrives à faire la corrélation avec un endroit, par exemple. C'est assez impressionnant. Et ça, oui, ça, je suis très sensible à ça. Après, oui, plus ou moins, j'arriverai plus ou moins à me souvenir en me disant j'ai mangé ce plat dans tel restaurant ou telle ville ou voilà. Mais ce sera surtout la mémoire olfactive et gustative. D'accord, sur l'instant. Ouais, j'allais dire effectivement, c'est plutôt le côté olfactif qui va avoir ce rôle-là pour moi. Mais alors, ça peut effectivement aussi le faire avec le côté gustatif, mais c'est vrai que je vais être plus sensible vraiment au côté olfactif. Et c'est pas pour rien, hein. On voit souvent justement qu'il y a, tu sais, il y a ces parfums qui existent justement de rappel d'une ambiance, parfums de salle de cours, des choses comme ça, parfums de goûter d'enfant, enfin. Mm. Et ouais, c'est vrai que je trouve que le côté olfactif fonctionne encore mieux là-dessus. Après, le plaisir de la nourriture, c'est justement le mélange des deux. C'est ce mélange d'olfactif et de gustatif, et on sait à quel point les deux interagissent l'un avec l'autre. C'est la flaveur, ce qu'on appelle la flaveur, effectivement. Ah. Exactement. Puis en japonais, en plus, même si on parle de cuisine japonaise, sur le gustatif, il y a ce principe de l'umami. L'umami, oui. Voilà. Qui est voilà quelque chose de très japonais pour le coup. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, donc il y a ces différentes saveurs, sucrées, salées et tout ça, et il existe ce principe donc de l'umami qui lui va venir recouvrir tous ces différents aspects du goût Un doux amer en fait. Voilà, c'est ça, et qui est quelque chose voilà qui est très travaillé justement au Japon, qui est super intéressant aussi. Tout à fait. Bah, merci Benoît pour cette chronique effectivement qui donne envie dans tous les sens du terme. Grave. Et on parlait de flaveurs, de senteurs, etc. Et je pense que il y a peut-être un petit lien avec ton manga, du coup, Dave. Ouais, je trouvais que c'était un cas très intéressant pour plusieurs raisons. Toriko, faut se rappeler que c'était un peu bon. Déjà, donc c'est un manga qui a été publié du 19 mai 2008 au 21 novembre 2016, donc quand même pendant 8 ans. Et c'est un manga qui a vraiment été porté sur les épaules du Shonen Jump, qui voulait. On était dans une période où donc pendant longtemps on avait eu ces trois seigneurs un peu des mangas, les trois darons, donc One Piece, Naruto, Bleach, qui étaient vraiment voilà ce qui portait l'industrie du manga. Et on est dans cette période où Bleach était en perte de niveau depuis un moment et avait perdu pas mal d'attrait auprès des lecteurs, et il fallait un troisième. Il fallait absolument le troisième qui porte tout ça, et on a pu voir qu'effectivement, ils avaient tout fait pour mettre ce manga-là à cette place, entre autres avec des crossovers, avec One Piece. Il y a eu un crossover en animation aussi, avec Dragon Ball, One Piece, je crois pas qu'il y avait Naruto dedans, je sais plus, je crois pas. C'était avec... Non, c'était Dragon Ball et donc voilà, et qui est devenu un manga oublié, dont on parle plus. On en parlait vite fait en off, mais c'est vrai qu'on voit de figurines nulle part, alors que quand même ça a vendu des millions. Il y avait plus de 25 millions d'exemplaires vendus. Enfin, c'était comme un gros truc. Donc déjà, c'est un manga qui a été écrit par Mitsutoshi Shimabukuro. Alors, on va direct commencer là-dessus. Le mec a des casseroles. Soyons clairs. Il a une grosse casserole. En l'occurrence, on parle de prostitution de mineurs. C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé une fois. C'était en 2002. Alors, du coup, bon, casserole horrible, tout ça, évidemment. Mais ça n'a pas joué sur l'oubli de Toriko, parce que c'était bien avant le début même de Toriko. C'était en 2002. Son premier manga avait été arrêté à cause de ça. Et
en 2008, il est revenu, il a pu sortir Toriko, voilà, qui a eu lieu pendant 8 ans. Mais bon, je préfère le préciser parce qu'effectivement, c'est un élément important quand même, et c'est tout à fait compréhensible si des gens ne veulent pas s'attaquer à Toriko à cause de ce genre de casserole. Voilà, chacun là-dessus, à chacun de faire ses choix par rapport à ça. Au moins, comme ça, vous êtes au courant. Mais pour ce qui est du manga lui-même, alors pareil, j'ai des notes pour vous expliquer parce que le compte, faut déjà comprendre. Imaginez si le petit chef se retrouvait coincé dans un monde qui était un mélange entre Hunter x Hunter et Hokuto no Ken. Oh, C'est ça. vache. Un peu ça. C'est un peu ça, d'accord. En plus, Komatsu joue vraiment le rôle du petit chef dans le truc, et il se retrouve entouré de persos de Hokuto no Ken dans un monde aussi vaste que celui d'Hunter x Hunter. Et donc, la planète de Toriko est séparée en deux parties. On a d'un côté le monde des humains, donc le Ningen-kai, et le monde gourmand, donc le Gourmet-kai. Oh. Le monde humain, c'est l'endroit où la civilisation moderne existe, et ça occupe seulement 30% de la planète. Tout le reste, c'est le monde gourmand, qui est inhospitalier, beaucoup trop dangereux pour les êtres humains normaux, comme nous. On tiendrait environ 2 secondes dans le reste du monde. Mais on se fait boulotter par qui? Partout. Ah bah, Absolument tout. Par le climat. Ah. C'est un peu à la One Piece où, selon les biomes, on va avoir des climats, on peut se retrouver congelé en 2 secondes, ou au contraire, en folie, il peut y avoir une pluie acide ou une pluie dragibus, ça dépend où on tombe. Des fois, il y a des montagnes qui tombent du ciel. On découvrira d'ailleurs à un moment dans le manga pourquoi bien plus tard. Pourquoi il y a des montagnes, des fois, qui font des ricochets à travers le monde. Oui, c'est un truc qui arrive dans ce monde-là. Ou des volcans qui tombent du ciel. Ça arrive aussi. C'est un monde assez spécial, effectivement. tous les animaux sont énormes. Il faut dire ça aussi, quoi. Oui. Ils sont hors normes. Là, on voit l'image, on voit un crabe, mais c'est je sais pas, c'est un tout petit crabe, quoi. C'est les crabes là-bas, ils font juste 3 mètres de haut. Il y a des créatures, entre autres, il y a un corbeau. Quand il passe dans le ciel, en dessous, on pense que c'est la nuit. Tellement l'ombre est immense, en fait. Il y a un monstre à un moment, un espèce de cerf avec des créatures géantes qui vivent dans la forêt qui est sur son dos. Et déjà, ces créatures sont géantes, qui vivent un peu comme des poux sur son dos, en fait. C'est ça. Et donc, il y a ces changements climatiques extrêmes, il y a cette faune. Et donc, on est dans l'ère du gros. Il y a 5 siècles, à la fin de la guerre de 100 ans. Alors, il faut savoir que cette guerre a été arrêtée par le cuisinier légendaire, enfin le gourmet hunter légendaire, qui s'appelle Acacia, il a réussi à terminer cette guerre grâce à un menu. Ce menu a fait pleurer tous les dirigeants du monde qui ont décidé que c'est fini, on fait plus de guerre, c'était trop bon, on a trop bien mangé. Et c'est devenu une espèce de... J'aimerais tellement que ça arrive maintenant. Mais grave, c'est devenu une espèce de menu légendaire du coup. Ouais. Et donc, c'est un monde où, à partir de là, on a décidé, voilà, la chose la plus importante, c'était les aliments, le goût, leur texture. C'est vraiment devenu quelque chose d'incroyablement important. C'est là qu'a été fondée l'Organisation internationale des gourmets, qui maintient l'ordre et défend les civils contre les animaux dangereux et les criminels gourmets. Alors, je parlais des hunters gourmets, les chasseurs gourmets, c'est très inspiré bien évidemment. Dans les Hunter x Hunter, on a justement ce principe de gourmet, de chasseurs gourmets. Alors, il y a plusieurs versions là-dessus sur cette histoire. On sait que l'auteur est très fan de Hunter x Hunter, mais en plus, ils sont potes. Donc, dans tous les cas, c'est pas très développé dans Hunter x Hunter, ce principe-là. Et lui a pris ce point-là et en a fait le noyau de son histoire, et justement, voilà, l'a développé d'une manière qui n'avait jamais été faite dans Hunter x Hunter. Donc, c'est pas juste de la copie, c'est vraiment se dire, tiens, ce point-là est intéressant, qui est à peine titillé dans ce manga-là, et ben moi, je vais développer à partir de là. Donc, je trouve ça quand même assez... Il se l'est approprié en développant. Exactement. Et donc, à la base, ça a été créé par les Nations Unies, cette organisation, mais maintenant, c'est indépendant des Nations Unies. Ça a plus d'influence. Il y a 360 nations qui en font partie. C'est eux qui attribuent des notes de puissance, de dangerosité à chasser aux créatures. Ça va de 1 à 100. On arrive à des créatures à plus de 6000 au bout d'un moment. On se clair là-dessus. C'est à la Dragon Ball là-dessus, hein, vraiment. Ah ouais. C'est She's Over 9000. Oui, totalement. Totalement. Et donc, c'est ce qu'on appelle les niveaux de capture. Et voilà, donc ça définit le degré de difficulté d'obtenir un ingrédient. Donc,
Pour expliquer un peu le manga, l'histoire même, là c'est plus le contexte, et on a ce jeune cuisinier Komatsu qui va être chargé d'aller récupérer un certain aliment, et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de quelqu'un qui est en train de pêcher comme ça à côté d'un lac, qui va s'avérer donc être un certain Toriko, qui est ce qu'on appelle les 4... c'est vraiment un des 4 meilleurs chasseurs gourmets du monde. Lui et ses 3 frères adoptifs sont les meilleurs chasseurs du monde. C'est un peu imaginé comme si dans One Piece, on commençait directement l'aventure avec Shanks. En gros, sachant que la marge de progression est encore énorme. Vraiment. On est sur du Neketsu, on est sur du shonen Neketsu, et vraiment, ça va se ressentir. C'est-à-dire que les combats passent de « waouh, il est super balèze » à « waouh, comment la planète a résisté à ça ?» Au bout d'un moment, c'est du niveau de une attaque qui provoque une trace de la forme d'une paume de main, mais sur tout l'hémisphère nord. Ouais, En gros, le manga est dans une exagération un petit peu permanente. oui. D'ailleurs, je me permets juste de changer de de planche pour montrer un petit peu la hauteur des piles d'assiettes. Oh la vache! Et ça, c'est rien parce que là, c'est Toriko. Faut savoir que donc sur les 4 frangins, Zebra, par exemple, eux peuvent manger jusqu'à 100 000 calories par jour. Zebra, lui, c'est 4 500 000. Ouais, nous, je sais plus combien on est à 2000 kilocalories. Ça. Normalement, ce qu'il faut, ouais, c'est dans les 2000, je crois, un truc comme ça. Normalement, ouais. À moins d'activités sportives hyper... voilà. Mais... Et donc, il va de Komatsu, donc ce jeune garçon qui lui est assez peureux, c'est quelqu'un, voilà, c'est un bon cuisinier, mais assez peureux et tout, va devenir un peu le sidekick de Toriko, va le suivre dans toutes ses aventures. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve vraiment que Komatsu, c'est un peu c'est un peu le cœur c'est un peu le côté cœur du manga. C'est vraiment un perso où on pourrait croire que ça va être un sidekick un peu inutile, qui au contraire va vraiment beaucoup se développer et va devenir hyper important et même vital à la réussite de toute l'aventure plusieurs fois. Et lui-même va développer ses capacités à lui dans le domaine dans son domaine à lui qui est la cuisine. Et je trouve qu'il a vraiment des gros points forts. Et comme je disais, c'est effectivement un mélange entre du Hokuto no Ken. Et le côté Hokuto no Ken va aussi beaucoup pour moi être marqué par le dessin. On a un dessin qui est assez particulier, effectivement, qui a un côté assez old school, qui peut en dérouter certains, mais qui fonctionne énormément, je trouve, entre autres, sur tout ce côté d'exprimer des choses intérieures par l'aspect des personnages ou des créatures. Des créatures vont avoir un côté vraiment horrifique, hyper flippant, et qui est nécessaire, et qui rend ça, justement, leurs apparitions encore plus intéressantes. Et vraiment, c'est un dessin qui se démarque pas mal de ce qui se fait dans la même époque, qui va rappeler des JoJo plus anciens, des Hokuto no Ken, des choses comme ça. Mais pour moi, vraiment, alors ça peut perturber. Pour moi, ça fait vraiment partie de la force du manga, le world building. Vraiment, cette construction de ce monde dont on va avoir beaucoup de réponses en plus au fur et à mesure où on va avancer. Même pourquoi le monde humain ne représente que 30%, ce sont des choses qui... Alors, soit il avait effectivement tout prévu, soit il est hyper fort pour improviser au fur et à mesure. Les deux sont possibles. Je tablerai là-dessus, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que les mangakas sont très forts pour faire rebondir leur histoire. C'est possible, c'est très possible. Mais ça fonctionne, pour le coup, ça fonctionne. Et on a vraiment tout un lore qui va être construit. Je peux pas trop en dire, mais parce qu'on va découvrir des peuples anciens, on va découvrir des peuples étranges. Est-ce qu'ils viennent de cette planète? Est-ce qu'ils viennent d'une autre? Je parle des Nitro, pour ceux qui connaissent, avec les Nitro bleus, les Nitro rouges. Les personnages eux-mêmes, ces 4 frères adoptifs, ont en eux ce qu'on appelle des démons gourmets, un peu à la Naruto, avec les Kyuubi. Eux aussi ont des sortes d'entités qui vivent en eux. Ils ont des capacités. Alors voilà, du coup, Toriko, lui, ses attaques, c'est toujours à base de fourchettes et de couteaux. Ce qui peut paraître ridicule comme ça. Mais en fait, c'est pas juste, tiens, je te pique avec ma fourchette. Non. Ça devient des trucs de malade. Avec un des frangins, lui, c'est tout ce qui est poison. L'autre, c'est tout ce qui est son. Et le dernier, c'est l'air. C'est avec non, c'est avec ses cheveux. C'est avec ses cheveux, pardon. Oui, Les cheveux. Oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est vraiment une aventure en fait.
Ah, mais complètement. C'est la découverte du nouveau monde dans Hunter x Hunter. C'est ça. On est vraiment là-dessus. Et encore une fois, il va y avoir un degré d'augmentation dans les enjeux, dans les effets des combats, au bout d'un moment, ont des effets dans le monde entier. Quand deux personnages se battent, on sent les secousses à l'autre bout de la Terre. Ça devient n'importe quoi. Moi, il y a un moment... Mais c'est assumé, d'une certaine manière. Tu vois, Ah, mais complètement. On arrive à un moment où Toriko met une baffe à un ennemi et le récupère de l'autre main parce qu'il vient de faire le tour de la planète. On a un singe qui est un des 8 seigneurs dans la partie du monde la plus dangereuse. Son jeu, c'est de prendre une montagne, de la lancer pour faire des ricochets. Il se retourne et le temps qu'elle revienne vers lui, c'est un petit caillou parce qu'elle a frotté sur le monde entier et il l'arrête avec le front. Hein? Ouais, non, c'est effectivement, de toute façon, c'est effectivement très dans l'exagération, mais en fait, ça se tient dans ce monde-là. Oui, complètement. Il nous emmène dans cette aventure, dans ce monde qui pour nous n'a aucun sens, mais ça fait sens dans la logique de ce monde-là, où vraiment beaucoup plus. Pour le coup, alors moi qui suis un énorme fan de One Piece, on va beaucoup plus s'intéresser à la faune, à la flore, du coup de ce monde-là, que ça ne peut être le cas dans One Piece. Et même si on sait que cette faune et cette flore va finir dans l'assiette. Mais alors, c'est intéressant que tu dis ça, parce que au-delà de ce côté effectivement complètement branque, complètement barré, tout ça, il y a quand même aussi tout un côté justement d'amour de la nature, tout ce côté de respect justement de la nature autour. C'est pas l'homme contre la nature, c'est plus un espèce de coude à coude, mais où en même temps il faut respecter justement ce qui est offert par la nature. Et on sent que l'auteur a un côté anticapitaliste, anti-technologie, plein de choses comme ça. Et ils vont manger, mais ils vont vraiment manger dans un sentiment de besoin. Il y a aussi une idée de partage. Ça veut dire que là aussi, un peu à la One Piece ou un peu à la Astérix, ça va toujours se finir par un banquet. Parce que là où le groupe d'ennemis veut garder pour eux, Toriko, lui, il est dans le partage. Et ce qu'il veut, c'est partager son... Ah oui, parce que un truc que j'ai pas dit, c'est que... Son menu, ouais. Les chasseurs gourmets, en gros, on connaît je veux devenir Hokage, je veux devenir le roi des pirates. Toriko, c'est je veux réunir mon menu parfait. C'est-à-dire entrée, plat, dessert, boisson, hors d'œuvre, machin. Voilà. Il y a le menu. Et donc, c'est trouvé au cours de ces aventures. Et donc, on va être heureux à chaque fois qu'il va décider que tel nouvel ingrédient qu'il vient de découvrir va rentrer dans ce menu parfait. On se dit, wow, ça y est, il y a une case qui vient d'être remplie. On avance dans ce déroulement de l'histoire. Et vraiment, non, c'est étonnant qu'il ait été aussi oublié aussi vite. Même si, oui, on sait que le succès, quelque part, a été un peu artificiel au départ parce que, voilà, ça a été poussé à fond, comme je l'avais dit, parce qu'il fallait remplir le vide laissé par le désintérêt de Bleach, mais il a des vraies qualités internes. Il y a vraiment une histoire qui se tient dans ce côté, même dans ce côté barré qu'elle arbore. Et ouais, pour les amoureux de Shonen Neketsu, honnêtement, et surtout, pour un manga qui parle de cuisine, la chose la plus importante, bien évidemment, est-ce qu'il donne faim ? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi pour un manga de cuisine. Est-ce qu'il arrive à donner faim ? Bien sûr. Et pour le coup, oui, il arrive à donner faim. Même quand on se dit, vu d'où vient l'aliment, je voudrais pas y toucher, au final, il arrive à nous donner envie d'en manger quand même. Et ça, c'est fort. Parce qu'évidemment, il y a des trucs barrés. Hein. Le popcorn qui pousse sur un dos d'animal, des cochons avec du miel, pareil, qui vient d'eux, enfin des trucs complètement fous. Mais ça fonctionne de ouf. Enfin voilà, du coup, c'est Toriko que je conseille fortement. Très bien. T'en avais entendu parler, Bellambule ou Du tout. Non, c'est une découverte pour moi aussi. Ouais, je connaissais pas, mais c'est vrai que ça a l'air bien déjanté, ouais. Oui. Oui, non, complètement. Et ce qui est assez marrant, parce que tu disais par Komatsu, effectivement, c'est le cuisinier, donc c'est lui qui va associer les saveurs, pour faire les plats. Et ça aussi, c'est aussi la recherche, finalement, un petit peu comme tu nous présentais tout à l'heure dans Chef de Nobunaga, comment on met les bons aliments pour que ça donne la bonne saveur, la bonne texture, les textures qui se marient bien. Ça, c'est vraiment des choses... si t'as pas la fibre du cuisinier, il y a des choses qui te paraissent évidentes quand tu les manges,
mais quand tu les prépares, en fait, Oui. c'est pas si simple. Et ça, c'est un monde où les cuisiniers, évidemment, du coup, sont hyper importants, très très importants. C'est des stars plus que des chefs d'État, et qui sont, voilà, enfin, du coup, ils sont hyper stylés, évidemment. Enfin, c'est, 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 c'est des super saiyans cuisiniers, ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui rend ça génial. Oui, c'est ça, c'est génial. Complètement. C'est ça. C'est marrant. Et ben je vais enchaîner sur mon titre qui est ma petite pépite quand on parle de cuisine et de manga. C'est le titre que j'aime lire justement, qui marie à la fois les tranches de vie et les recettes culinaires. C'est La cantine de minuit Ah, je connais bien. de Yaro Abe aux éditions Les Arts Noirs. Ça existe depuis 2006 au Japon. C'est sorti en France en 2017. C'est toujours en cours. Je crois que le tome 14 est sorti. Il y a 18 tomes en tout. Et c'est une lecture où c'est vraiment marrant parce que le chef, alors je sais plus si on a son nom, mais en fait, il tient un restaurant. C'est la réalité. C'est un vrai chef. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai le livre de cuisine. Ouais. Publié également aux Les Arts Noirs. Donc en fait, le principe de cette cantine de minuit, c'est qu'elle ouvre à minuit jusqu'à 6h, 7h du matin. Et en fait, le chef a un menu très très simple, mais si tu viens avec une demande et qu'il a les ingrédients, il te le prépare. Si tu as envie d'œufs sur le plat et qu'il a des œufs, hop, il te les fait. Donc c'est vraiment toutes les. On parlait tout à l'heure justement de toute la diversité de la culture japonaise. Là, il y a des recettes, mais je n'ai jamais entendu parler de ces recettes. Des aliments, des manières de préparer des choses qu'on connaît nous, comme légumes. Vraiment, c'est complètement nouveau. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que certes, la partie cuisine et plat est intéressante, mais c'est surtout qu'on a vraiment des histoires, des tranches de vie, des personnages, ces personnages de la nuit finalement, parce que ça ouvre à partir de minuit, donc on retrouve les hôtesses de bar, on retrouve les écrivains, on retrouve des acteurs, on retrouve plein de personnes, des personnes à la retraite, et l'auteur réussit toujours à nous raconter des petites histoires qui sont souvent un petit peu douces amères, des histoires de couples qui se forment et puis qui se séparent autour de plats. C'est assez marrant de voir d'ailleurs certaines histoires où un personnage, là par exemple, là je vous ai mis des planches où il y a deux personnages, comme on peut voir donc sur la planche de gauche, deux personnages qui mangent du chinchard frit, sauf qu'il y en a un qui le prend avec la sauce sucrée et l'autre avec la sauce salée. Et donc ils se battent un petit peu comme ça, et arrive cette troisième personne, cette jeune femme, qui commande le même plat. Et donc dans le restaurant, jusqu'à présent, c'était sauce soja, sauce sucrée, enfin bref. Et elle arrive et elle demande son chinchard avec de la ketchup mayo. Et donc du coup, tout le monde se tait. Criminel. C'est assez marrant. Il y a plein de petites histoires comme ça, ou des histoires où des jeunes hommes ou des jeunes femmes vont goûter un plat parce que ils ont eu un coup de cœur pour la personne qu'ils prenaient, donc ils essaient de savoir un petit peu, de connaître la personne via les plats qu'elle mange. C'est aussi des choses assez marrantes. Et il y a vraiment plein d'histoires. Et ce qui est aussi très plaisant, c'est que on retrouve au fur et à mesure des personnages qu'on a déjà vus. C'est-à-dire que l'auteur, il donne une certaine continuité dans ses histoires. Je pense notamment, alors je crois que c'est plutôt sur la planche qui suit. On a ce personnage de Mayumi, qui est une jeune femme célibataire et qui est très gourmande. Et en fait, elle alterne entre des phases de régime, des phases où elle va manger, etc. Et donc, mais elle est très gourmande, et vraiment, on sent que la nourriture, c'est quelque chose d'important pour elle. Et ça devient un personnage récurrent de l'histoire. Et il y en a plein d'autres. Il y a le personnage qui est donc hôte dans un bar gay. Il y a un couple de jeunes. C'est assez marrant aussi, la rencontre. C'est donc Jun qui vient dans le restaurant, qui commande un plat, et comment il s'appelle, Yoshida, qui a le crush pour elle. Il est vraiment le gros crush, sauf qu'en fait, il dit ouais, c'est vraiment une belle femme. Il dit bah oui, mais bon, on dirait pas que c'était un homme avant. Donc il dit ah, je savais pas que c'était un homme. Et du coup, il y a cette question de dire, et d'ailleurs il y a un qui lui met, tu préfères être avec une fille super moche ou avec un trans splendide? C'est quoi ton choix? Et donc il y a toutes ces questions un petit peu marrantes de société. Bon, finalement ils sortent ensemble.
après avoir mangé du natto. C'est ce qui est un plat quand même assez particulier. Ouais, nos papilles à nous sont pas prêtes à ça, effectivement. Surtout le matin. Ouais, oui, en plus, ouais, c'est ça, au petit-déj. Et donc voilà, et ce couple qui se forme dès le premier tome perdure en fait tout au long, et c'est assez marrant de voir comme ça des couples qui se forment, des couples qui se défont. Il y a à un moment donné, il y a trois jeunes femmes célibataires qui prennent toujours le même plat mais avec des ingrédients différents, et qui médisent un petit peu sur les relations, les hommes, etc. C'est vraiment des petites tranches de vie assez sympathiques. C'est toujours assez bienveillant. Je trouve, il n'y a pas de jugement. Les gens sont comme ils sont. Hein. Les gens font des erreurs, les gens font des choses bien. Il y a une histoire aussi qui m'a assez marqué parce qu'elle est vraiment très sympathique. Où le chef dit j'aime bien quand les gens sont simples. C'est-à-dire que je comprends ce qu'ils disent parce que du coup, il reçoit un peu tout le monde dans son restaurant. Soit des salariés qui parlent de financement, etc. Donc il comprend rien. Et il reçoit, et à un moment donné dans l'histoire, il reçoit un boxeur. Donc le boxeur, il arrive et il commande toujours le même plat, un katsu, donc du porc pané. Et au fur et à mesure, il mange. Et puis à ce moment-là, il y a comment dire une mère de famille, c'est avec sa petite fille qui est à la crèche, et donc elle est mère célibataire. Et donc, il commence à parler un petit peu, et puis il dit pourquoi t'es tout plein de bleu, etc. Il dit voilà, parce que je suis boxeur. Et donc la petite fille commence à manger du porc. Elle dit je veux manger du porc comme lui, etc. Il les invite à un match de boxe. Et au fur et à mesure du temps, au lieu de commander un katsu, il va commander un plat spécial qui veut dire le père, la mère et l'enfant. Donc il y a un couple qui se forme. Parce qu'il y a, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'il y a de l'œuf. Il y a de l'œuf et du poulet dedans. Et du coup, le nom japonais, c'est la mère et l'enfant. Ouais. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Il y a toujours de la signification dans les mots japonais. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Du coup, il y a toujours plein de petites histoires assez sympathiques qui font. Alors, je ne vais pas la retrouver parce que forcément, je n'ai pas cherché avant. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, des couples qui se forment, des choses. Et je trouve que la lecture est très sympathique parce que finalement, ça donne un petit peu de peps. On se dit notre vie n'est pas toujours très rose, mais finalement, ça va. Et puis, avec les personnes qui arrivent, qui repartent, on a aussi ces petites tranches de vie qui font un peu voyager, un petit peu rigoler. Je pensais notamment à tout à l'heure ce que j'ai dit par rapport aux souvenirs que peuvent apporter un plat. Donc il y a comment dire un acteur porno qui rentre dans le restaurant, il est reconnu par les clients et c'est lui, etc. Et il commande toujours la même chose, c'est une salade de pommes de terre. Il en prend une portion, il en prend toujours une deuxième portion. Et en fait, on apprend qu'il a coupé les ponts avec sa famille de par le métier qu'il a choisi. Il a été renié par sa famille. Et finalement, à la fin de l'histoire, c'est toujours des petites scénettes. Je crois que dans un tome, il y a environ une vingtaine d'histoires différentes. Je vous dis. Les tomes sont assez conséquents quand même. Oui, ils sont épais. Là, sur le premier tome, il y a 29 nuits. Et ça fait environ 300 pages. Ah ouais. Donc c'était des tomes doubles. Et donc il retourne chez lui, voir sa mère, qui l'a renié il y a plusieurs décennies. Et quand il retourne là-bas, en fait, il se rend compte que sa mère est atteinte d'Alzheimer. Elle se souvient plus de rien. Mais elle lui dit vous me rappelez quelqu'un, etc. Elle se souvient plus du tout de lui. Et elle lui prépare une salade de pommes de terre. Et en fait, on comprend pourquoi la salade, pourquoi il en reprend, etc. Et il y a plein de petites choses comme ça qui vraiment sont. Moi, je trouve ça brillant parce que c'est très minimaliste dans le trait. C'est des histoires qui sont souvent assez courtes. C'est pas plus de 5 à 10 pages, mais ça vise toujours très juste. Et ça, en tout cas, moi, ça marche toujours autant. Et on peut penser justement parce que les tranches de vie, 14 tomes, que ça tourne un petit peu en rond, mais justement en créant des liens entre les tomes avec des personnages qui reviennent, etc. Il y a toujours des choses qui évoluent et on arrive toujours à avoir autre chose. Et en termes de recettes, j'essaie de vous trouver des petites recettes. C'est vrai que... Précision, j'y repense, mais c'est le yakodon. Oyakodon qui veut dire parents et enfants justement, et c'est un bol de riz avec œufs et donc le poulet qui représente les parents.
Et qu'est-ce qui t'efforce, Sofiane? C'est exactement ça. Merci Mais pour cette précision. je suis obligé de retirer parce que j'ai retrouvé la page en même temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, on parlait du natto. Mais pourquoi on disait ça? Parce que le natto, en fait, c'est des graines de soja fermentées. Et que vraiment, c'est étrange. Et très gluant. Et très, très gluant. Donc, effectivement, on a ce couple. D'accord, je vois. Oh, ils sont choqués. Et il y a toujours plein. Alors, je retire mes doigts. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais du coup, il y a toujours plein de petites notes Ouais. par rapport au nom des plats, qu'est-ce que ça veut Ouais, dire, ouais. etc. Mmh. Et du coup, c'est toujours un peu. Je me remets en petit. Je remets mon fond d'écran dans la. Mais Et là, c'est tout indiqué, t'es dans ta cuisine, non? exactement, je suis dans ma Indiqué, cuisine. tonton. Écoute. C'est important de se mettre dans l'ambiance. C'est ça. Mais ouais, non, c'est toujours. Il y a toujours plein de petites choses. Et c'est vrai qu'il y a des plats. On se dit, mais vraiment, ils mangent ça. C'est des plats. Par exemple, des algues grillées. Il y a Oui, une personne qui dit, voilà, moi j'adore les algues grillées avec juste un petit bol de riz et il mange ça. Il commande que ça. Il dit, ouais, ça. Et que des petits trucs comme ça. Ouais, mais où- ça a un côté izakaya aussi. Donc, Oui. c'est des petites choses pour accompagner la bière ou le saké. Et puis, par contre, il faut mettre le doigt quand même sur la capacité du chef à se souvenir de toutes ses recettes. Il y a beaucoup de plats. C'est Oui. impressionnant. C'est vrai. C'est vrai, il y vache. a beaucoup de plats, beaucoup pour le coup, de en réalité, préparations différentes. doit être assez rare dans ce genre de restaurant. Parce que là, on dirait vraiment que c'est ces petits restaurants de quartier qui existent beaucoup, où justement on peut se nourrir pour très peu cher. Surtout que déjà de base au Japon, la nourriture est beaucoup moins chère qu'ici, faut le savoir. On peut très bien manger dans un restaurant pour l'équivalent ici de 5 euros, quoi, du 600 yens. Ouais, Et, surtout mais en maintenant, général, c'est vrai qu'ils ont ils ont leurs recettes, chacun a ses spécialités. Mais là, ouais, on a plus ce côté effectivement un peu izakaya, qui sont ces restaurants où on va pas mal pour boire, aussi pour manger. Et ouais, il y a vraiment ce côté-là. Oui, exactement, voilà, où on va picorer, commander plein de petits plats. Mais ça va être une sacrée ambiance, les izakaya, ouais, ça doit être sympa. Mais du coup, ce côté restaurant de quartier, ouais, c'est intéressant avec, comme tu disais, avec ça justifie totalement le principe de ces personnages récurrents, voilà, de ces gens juste qui viennent régulièrement manger là-dedans et de pouvoir suivre leur vie. Non, ça doit être cool. Franchement, ça donne envie. J'aime bien. Ah ouais, non, c'est très sympa. Et puis, ouais, tout le. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est de voir les relations qui peuvent se faire entre des personnes qui sont complètement opposées. Il y a des personnes qui de base, entre un yakuza et puis comment dire, un gars qui travaille dans un bar gay, on se dit, bah, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais quand ils sont dans le restaurant, il peut y avoir des liens, ils discutent entre eux, ils partagent les plats, etc. Je trouve qu'ils sont à pied d'égalité presque. Ouais. Et puis souvent, comme je disais, c'est des histoires un peu douces amères, des fois un peu tragiques. Mais par exemple, je me souviens d'une histoire où il y a un gars, quand il rentre la première fois dans le restaurant, il demande très vite les toilettes. Il va tout de suite aux toilettes, il dit merci, et puis il commence à boire un coup quand même pour consommer, pas juste pour aller aux toilettes. Et en fait, il est avec une chemise qui a des rayures verticales. Et à côté de lui, il y a un gars qui a des rayures horizontales. Et du coup, il commence à nouer une certaine amitié entre ces deux personnes qui sont habillées de manière un peu similaire mais différente. Et ils se retrouvent régulièrement justement au fur et à mesure. Et vraiment, ça, c'est super bien fait. Des petites rencontres de tous les jours où finalement tu commences à connaître les personnes sans vraiment les connaître, mais tu partages un petit moment avec eux. Et c'est tous ces petits moments que l'auteur réussit à retranscrire. Mais c'est marrant, ça me rappelle je regarde beaucoup de vidéastes ou de streamers qui justement sont au Japon et pas mal dans les anglophones. Alors le plus connu évidemment c'est Abroad in Japan et il y a un peu toute la bande autour, Connor Sidog, tout ça. Et il y a Première Tout qui justement lui est un Américain qui est au Japon et lui il fait beaucoup de stream IRL comme ça où justement il sort. Il sort au Japon et il va aller dans les restaurants, dans les bars et juste discuter avec les gens et rencontrer du coup, ouais, c'est des rencontres toujours un peu étonnantes, toujours, enfin voilà, dû au hasard, des gens avec qui il va sympathiser, toujours très bon enfant, très bon esprit. Enfin voilà, on n'est pas dans cette mode des youtubeurs qui vont foutre le bordel ailleurs. Non, on est dans le côté vraiment respectueux qui aime l'endroit, qui a envie de rencontrer des gens. Et c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant comme façon de voir le Japon, justement, le vrai Japon, voilà, dans sa vie de tous les jours. Quoi. C'est plutôt pas mal. Mais ça me rappelle beaucoup ça, ouais, du coup. C'est pareil, à rajouter sur ma liste ce manga, du coup.
Nos listes ont encore augmenté là, c'est pas bon. Ouais, c'est bah, pas bon. tu sais ce que Alors, c'est, hein. moi, pour le coup, je le connaissais déjà, je l'avais traité dans un Ouais. des graillambules passés. Et c'est vrai que c'était très sympa. J'avais beaucoup aimé le concept également de ce tranche de vie, de petites scénettes de vie, douce amère, quelquefois assez humoristique et sarcastique. Non, non, j'ai bien Mm. aimé la façon dont il traite les choses. Et puis c'est là aussi où je me dis que le trait, effectivement, quand on le voit comme ça, il paye Très pas de sobre. mine, Oui, très mais sobre. très efficace dans ce qu'il veut dire. Mm. C'est aussi une force des dessinateurs. C'est aussi parce que là, finalement, on a vu trois œuvres avec trois styles différents, très très Maintenant, différents, Tout à fait. Tout à fait. et, euh, et pourtant qui se retrouvent autour de ce thème de la cuisine et de la nourriture. ah non, c'est vrai, ça donne très envie. Ça donne très envie. Ça va donner faim à ce rythme-là. Mais grave, ça c'est le problème par contre. Ah, c'est ça, c'est un peu le souci de toutes ces émissions culinaires ou autres. Voilà. C'est vrai que dès qu'on voit des gens commencer à préparer à manger, ça donne faim, d'une certaine manière. On se dit, ah, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Ça a l'air bon. On a les odeurs qui peuvent nous venir, Ah. les bruits. Moi, quand je lis un manga où je sais qu'il va y avoir de la nourriture, je mange avant parce que sinon, Ouais. ça salive. C'est le même principe que pour aller faire les courses, où il faut Ouais, avoir pareil. mangé avant, sinon on va craquer sur tout. Ouais, De toute façon, t'achètes ce qui te fait plaisir. Ouais. Et Ouais. tu dis, ah, mais pourquoi j'ai acheté ça? Comment parce je que vais j'avais faire? faim. C'est ça. Exactement. Eh ben, on est parti donc pour Couteau et Piment Vert, un autre manga de cuisine qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup touché. Donc c'est un Chosei du Lézard Noir qui est pour l'instant en 12 tomes, en cours au Japon, hein, en VO, mais par contre par le Lézard Noir en France, on en a encore que 4 en cours. C'est d'Isoya Yuki Isoya qui assure donc et le dessin et l'intrigue. Et pour moi, je le conseillerais à partir de 13 ans. 13 ans bien sonné, bien tassé, mais 13 ans quand même. Donc le pitch, on est à... Alors c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une époque qui n'est pas forcément énormément traitée. Souvent on parle d'Edo, de l'époque Edo au Japon. Là, c'est Kyoto en 1951, à la sortie de la guerre. Le Japon est encore sous la tutelle américaine. On voit des personnages américains interagir avec les protagonistes. On va suivre Ishika Kuwanoki qui est veuve de guerre, mais elle a repris sa vie en main en se formant à la cuisine. Elle appartient à la brigade de l'hôtel Kitchen et c'est quand même assez inédit pour l'époque, une femme cuisinière dans une brigade d'hôtel. Seulement, sa sœur Futaba, qui devait assurer l'alliance avec une puissante famille d'Osaka, s'enfuit avec son amoureux. Et Ishika se voit obligée de reprendre son engagement pour sauver leur restaurant familial. De plus, avec le benjamin de cette famille, un étudiant de 15 ans, son cadet. Je passe rapidement sur le trait de Yuki Soya qui est très agréable, pas extraordinaire une fois de plus, mais efficace. Hormis des couvertures très attrayantes par ailleurs. Donc, ce qui est remarquable dans ce manga, c'est la construction du récit, le choix de l'époque historique, comme je vous le disais, je le trouve très sympa, et la critique sociétale qui en découle. Donc, d'abord, Ishika, qui est une femme accomplie, qui n'a pas peur du challenge et qui aime son métier, novateur pour une femme à l'époque. Elle sera toujours la cible des a priori sexistes, hein, aussi bien venant des hommes, parce que le patriarcat est très fort encore, et encore et toujours, mais bon, particulièrement encore à cette époque, mais aussi des femmes, bien que ces dernières soient quand même plus sensible à sa démarche culinaire délicate, à la présentation, etc. Ensuite, on a Amane, son époux, son jeune époux, qui doit faire ses preuves également vis-à-vis de sa famille et sa nouvelle position, qui lui permet quand même de tenter des stratégies résolument modernes et parfois très audacieuses. Et donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Cela entraîne souvent pas mal de friction entre eux.
Ajoutons au décor la pression de la famille qui souhaite faire une OPA, donc la famille d'Amané qui souhaite faire carrément une OPA sur le restaurant, hein, parce qu'ils sont propriétaires de restaurants, d'hôtels. Donc un restaurant de plus ou de moins, on s'en fiche complètement. Même s'il est vraiment très ancien et qu'il a pignon sur rue. La mère d'Ishika est gentille mais effacée, et sa tante est assez dirigiste et elle leur facilite pas la tâche, elle les met souvent dans la passe. Donc les choses se mettent quand même doucement en place, souvent à contre-cœur, hein, chacun a ses raisons, son caractère, mais c'est quand même une équipe qui gagne petit à petit, qui se crée. Bon, c'est vrai, ça se fait pas en un jour. Les sentiments aussi ne se forcent pas. Et la nature et la fonction de chacun déterminent un cheminement pour l'intrigue. Donc évidemment, forcément, bouger un peu la tradition ancestrale demande de l'audace, beaucoup d'énergie, et attire de façon irrémédiable la critique. On a une critique très intéressante de la place des femmes dans ce Japon en reconstruction. C'est intéressant à observer, ainsi que le choc des cultures. Je parlais des Américains tout à l'heure. Toujours le patriarcat fort, la société, ses traditions étouffantes, et même les différences entre les deux métropoles, Kyoto et Osaka, vraiment les différences fondamentales de caractère de ses habitants, de leurs traditions, de leur façon d'être, et donc qui se retrouvent dans leur cuisine. L'autrice développe très bien tous ces thèmes et le rendu général est très juste. Les recettes du manga, je les trouve très bien expliquées également. Elles donnent envie. Alors voilà, pour rajouter un petit peu, pour expliquer le titre, j'ai lu que Kuto était l'idée d'avoir la force d'avancer en se transformant. Donc ça concerne Ishika. Et le vert du piment représente la jeunesse et l'inexpérience mêlée à la fougue arrogante d'Amane. Je trouve ça très joli. Et je finis en soulignant la qualité de l'édition chez Les Arts Noirs, avec un format au prix plus abordable et à la traduction très juste de Mélanie Cocher. Je parle aussi de Fabien Naban, qui a fait également un très bon travail sur le chef de Nobunaga. Voilà. Donc, vrai coup de cœur. Ouais, Très, très intéressant. Ouais. J'avais entendu parler de ce titre, mais sans plus. Et là, effectivement, ça donne envie aussi de savoir un peu plus, de voir justement comment ça va se dépatouiller tout ça. Ça n'a pas l'air simple. Hein. C'est assez encore tendu. Hein. Je peux vous dire, j'étais à la fin du tome 3, c'était très tendu. Ouais, puis il y a vraiment ce truc de... Je dis toujours, dans les histoires, quel que soit le degré des enjeux ou tout ça, le plus important, c'est d'avoir déjà des personnages auxquels on a envie de s'attacher et qu'on a envie de suivre. Après que les enjeux, ce soit quelque chose de minime ou que ce soit le destin du monde, du moment qu'il y a des personnages qu'on a envie de suivre, voilà, on s'inquiétera autant qu'ils trébuchent sur un caillou ou qu'ils se retrouvent contre une flotte extraterrestre. Et là, de rajouter ce contexte historique à côté, effectivement, qui évidemment, enfin voilà, est très lourd quand même, et forcément très intéressant dans son horreur, dans cette reconstruction, et c'est top, vraiment. Et du coup, avoir une histoire humaine intéressante dans ce contexte historique hyper intéressant, ça apporte beaucoup. Et ouais, non, ça donne envie, vraiment. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, franchement. C'était intéressant, ouais, et vraiment. Puis c'est vrai que oui, comme tu le disais, il y a ce côté de, effectivement, la place de la femme à l'époque, ce qui n'est pas forcément extrêmement mieux, alors en général, mais d'autant plus au Japon. Alors, il y a toujours d'autres endroits pires, évidemment, mais bon, le Japon, effectivement, de ce côté-là, voilà, c'est loin d'être un des endroits les plus avancés auxquels on puisse penser. Donc ouais, ça rend ça d'autant plus encore... Il y a des choses à dire, à en dire sur ces sujets. Et l'autrice l'exprime très bien. Elle l'exprime très bien, sans vraiment avoir de parti pris. Elle énonce des faits, en fait, c'est intéressant. Et elle montre sans phare comment c'était, comment Ishika s'en sort, comment Amane la soutient, mais aussi s'en prend plein la figure également. Lui aussi, il porte ses casseroles, sa croix. Mais voilà, ils avancent petit à petit, et ils se soudent petit à petit, c'est intéressant.
Ouais, Ok, bon bah oui, ça trouve sa place aussi sur ma liste. J'en suis ravie. Moins mon banquier. Après, c'est vrai que le Lézard Noir propose quand même beaucoup de titres très intéressants, hein. Ils ont Ouais. vraiment un catalogue qui est très intéressant. Mm. Où justement, ils réussissent panel. ouais, c'est ça, exactement, un large panel de choses, de choix, dans des formats, effectivement, que, bon, apparemment, tu dis que c'est un format un peu plus abordable, parce que c'est vrai que Oui, généralement, il est plus petit. Il est plus petit, c'est, je dirais, presque un format standard, presque un tout petit peu légèrement plus grand. Et donc, oui, plus abordable ouais, financièrement, c'est il ça. faut bien le dire. C'est ça, parce qu'il est à 8,50 € là où la cantine Voilà, de minuit est plutôt aux alentours de 18, 19 c'est %. ça. C'est quand même quelque Mm. chose. Donc, ça permet quand même de suivre une série sans se ruiner. Donc, si ça freine au niveau du prix, c'est quand même plus facile à 8,50 €. Ouais. Pour quand même 192 pages, donc on n'est pas non plus volé, Oui, hein. et puis il y a une très belle édition. Ouais, ouais. Ça fait partie des petits éditeurs, hein, mais qui proposent vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est Ouais. vrai qu'il faut soutenir aussi ces initiatives. Être Ouais. curieux. Ouais, Et, voilà. Et puis sortir un peu des sentiers battus et oui, la curiosité, c'est très important. Donc, et je vous conseille de regarder l'Instagram du Lézard Noir, où justement il y a beaucoup de visites de coins japonais, de plats, de plein de choses. Alors je sais pas, je crois que c'est le directeur ou rédacteur en chef, je sais plus exactement qui tient ce compte, et il nous fait part de toutes ces pérégrinations, de toutes ces découvertes de lieux, de nourriture, de musique. je n'ai Alors, pas eu l'occasion encore. pas Ben, mal je de choses. vais y aller, ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais, je vais m'y abonner maintenant. Et je crois qu'on a fait un bon petit tour. Avant de nous quitter, juste vos actualités. Alors, Bélanville, du coup, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Oui, alors ma dernière vidéo que j'ai osé, je suis d'ailleurs en tenue, la mort dans mes mangas. Mais il ne faut C'est pas, une bonne vidéo de Noël, je trouve. Bon choix. voilà, il ne faut pas vous arrêter aux a priori que vous avez sur la mort parce que j'ai développé, j'ai tiré de ma mangatech, c'est le principe, 6 titres absolument fabuleux et qui ne sont pas déprimants. Et il faut le savoir quand même, on le sait, enfin ceux qui connaissent un peu la littérature japonaise ou même le manga, dans le manga, les auteurs savent très très bien traiter et ils ont une résilience incroyable, une poésie, un onirisme et on le trouve dans ces 6 titres. Donc vraiment on aborde de tout, c'est-à-dire ben oui, le décès d'un proche, mais aussi ben, la vie qui suit, le suicide, qu'est-ce qu'on a aussi les chambres funéraires à Taïwan. C'est tout ce qu'il faut mais c'est très intéressant. C'est un voyage passionnant. Donc ça a été ma dernière vidéo YouTube. Et après, ce que j'avais promis à mes abonnés, c'est de compléter les vidéos que j'ai faites sur ma mangatech. Donc j'avais fait une première et deuxième partie sur ma mangatech en Normandie, dans la maison familiale, parce que je suis obligée de diviser ma collection par manque de place. Et donc là, je vais me concentrer sur ma collection principale à Paris très prochainement. Et vu déjà la mangatech en Normandie, va y avoir des choses, hein. Parce que Ouais. J'appréhende toujours un petit peu. Je me dis, mais ils vont jamais tenir jusqu'au bout. Mais si, finalement, si. si. Après, en plus, on peut piocher au fur et à mesure. Oui, parce que je fais un chapitrage, pas de panique, et on choisit comme on veut le titre qui nous intéresse. C'est très important de pouvoir avoir le choix, donc c'est ce que je fais. Voilà pour mon actualité. Super, merci. Eh ben, je me suis abonné. Hop. Et toi, Lévian? Bah, de mon côté, je vais parler plutôt des rendez-vous réguliers. Du coup, 3 rendez-vous réguliers toutes les semaines. C'est le dimanche, évidemment. Donc, dimanche Déviant, encore une fois, si vous voulez être au courant de toutes les news. Alors, news, on aime bien aussi, voilà. C'est assez large. Il y aura toujours des tangentes. Des fois, j'aime aussi placer des trucs un petit peu marrants que j'ai remarqué dans la semaine. Donc, voilà. C'est plutôt une excuse pour passer une bonne soirée tous ensemble le dimanche soir. C'est des lives qui font dans les 4 heures en général. Voilà. Oui.
Ouais, c'est du 4-5 heures en général, hein. Tous les lundis, du coup, lundi lecture des déviants. Donc voilà, pareil, c'est l'occasion de retrouver les copains, entre autres Julien, justement, de parler comics, avec Comics du Prof, avec Mindphobia, des fois avec Bunny. Donc voilà, c'est juste le rendez-vous. On voit les copains le lundi et on peut parler des choses qui nous ont plu C'est sympa. la semaine dans nos passions, dans notre passion commune. Et sur une autre chaîne que la mienne, pour le coup, tous les mercredis, sur la chaîne de Kevin Buckhart, la Spoiler Room, où là, voilà, on parle vraiment de tous les leaks, les rumeurs, les news concernant les programmes super-héroïques, surtout, mais pas que. Et voilà, donc on est avec Jordan Universe, avec Kevin Buckhart, et on a plaisir à retrouver les copains. Et vous êtes nombreux à nous suivre, ça fait super plaisir. Et voilà, c'est rendez-vous toutes les semaines. La saison 2 se finira mi-décembre, je crois qu'on fait le 11 la dernière, et il y aura la troisième saison qui arrivera quelques semaines plus tard. Donc Très voilà, bien. plus toutes les vidéos autour, bien évidemment. Plus tout le reste. Plus Le tous les bonus, Merci en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes de ces deux belles personnes, à la chaîne Manga Saucisse, et on vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je pense que pour terminer, on est obligé de dire Itadakimasu. Oui, itadakimasu. Et merci Julien de ton invitation. J'étais très Avec contente de plaisir. partager ça avec vous. Avec plaisir. Pareil, plaisir partagé. Ciao, ciao. Bye bye.